Maintenant, on va donner la parole au professeur Horace Roman, hein, que vous connaissez tous, qui nous fait l'honneur de participer à cette réunion. Et donc, il va nous présenter le maillage territorial, l'organisation en réseau qui a été mis en place par les instances récemment, et également l'activité que son équipe a sur la clinique Tivoli, qui est un centre de référence de niveau 3 que vous connaissez, puisqu'il est à proximité, ce centre. Voilà. Bonjour, professeur Roman. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis ravi de participer. Je suis ravi de participer à votre réunion, à votre journée dédiée à l'endométriose. Et même si je ne suis pas, pour des raisons familiales, je ne suis pas présent avec vous, je vais essayer d'échanger avec vous de loin. Donc sur l'endométriose en général, enfin les dernières tendances dans l'endométriose, et puis dans l'intérêt d'une hiérarchisation de la prise en charge de l'endométriose en France, et en regardant un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et puis, comme vous m'avez demandé, je vais parler un petit peu de notre centre. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, merci. D'accord. Donc, je vais partager le diaporama. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Parfait. Donc, comme vous savez, l'endométriose, c'est un domaine qui est dans une formidable dynamique au cours des derniers 20-25 ans. Et je vais commencer par vous parler aussi d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui était très très différent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'endométriose. Donc l'endométriose, selon moi, c'est une des maladies du 21e siècle. Elle pose beaucoup de soucis, surtout dans la prise en charge des formes complexes, ce qui justifie une politique de centralisation, de hiérarchisation de la prise en charge de l'endométriose, et avec un rôle, je trouve, important des centres qu'on peut appeler centres de recours ou centres experts, centres multidisciplinaires. Alors, l'endométriose, tout le monde parle de sa prévalence. On dit que ça toucherait entre 5 et 10% des femmes entre 15 et 20 ans, à 15 et 50 ans. Son origine est clairement gynécologique, mais assez rapidement, dans les formes sévères, elle touche d'autres organes, ce qui fait une maladie à la frontière avec d'autres spécialités. On estime sur cette prévalence présumée qu'environ 200 millions de femmes seraient touchées dans le monde. Et à l'étranger, on a estimé qu'une patiente qui souffre d'une endométriose peut coûter à l'État jusqu'à 16-20 000 dollars par an ou euros. En comprenant les arrêts de travail, les traitements médicamenteux, assistance médicale et reproduction ou les chirurgies. Maintenant, en France, si on parle 5 à 10% des femmes entre 15 et 50 ans, signifie que dans la fourchette basse, nous sommes à presque 700 000 femmes. Dans la fourchette haute, nous sommes à 1 400 000. Ce qui fait quand même un nombre très, très, très important. Et si vous voulez, moi je suis convaincu, même si je ne peux pas vous amener des données scientifiques fortes parce que personne n'en a, mais je suis convaincu que l'endométriose, la prévalence d'endométriose est en continue augmentation au cours des derniers 50, 60 ans pour des multiples raisons. Et on peut comprendre ça très bien en sachant que l'endométriose est une maladie hormonodépendante qui se développe, qui récidive et qui est gênante en rapport avec les règles. Et que tous les facteurs qui vont augmenter le nombre de règles dans la vie d'une femme peuvent aussi augmenter la prévalence de l'endométriose. Et vous vous rendez bien compte qu'au cours des derniers 50 ans, les femmes ont eu un nombre de règles jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Parce que l'âge de la première grossesse est maintenant à 30 ans, c'est-à-dire les femmes vont avoir une première grossesse à peu près 18 ans après les premières règles. Le nombre des grossesses diminue par rapport à il y a 100 ans, quand les femmes avaient la première grossesse à 16 ans, et elles allaitaient pendant 3 ans, après elles avaient un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant. La mortalité périnatale était quand même très importante.
et puis les femmes décédaient vers 40-45 ans. Tandis que maintenant, l'âge de la première grossesse est élevé, le nombre de grossesses est diminué, on allait beaucoup moins, on a beaucoup plus de traitements de l'infertilité, parce que peut-être aussi l'infertilité peut-être est un petit peu en augmentation. Et après, nous baignons dans un milieu de perturbateurs endocriniens, de polluants qui ont un impact direct sur la fonction endocrine. Dans tous les cas, les connaissances sur l'endométriose ont explosé au cours des derniers 50 ans parce que, vous voyez, en 1975, on était à peu près à 100 articles de spécialité dans la littérature internationale et maintenant nous avons quasiment 20 fois plus avec une augmentation nette à partir des années 2005-2010. En France, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a fait une enquête récente et puis l'INSERM de Paris a fait une enquête sur 2011-2017, donc on peut avoir une idée de ce qui se passe dans la chirurgie de l'endométriose au cours de 20 ans, les derniers 10 ans. Et la première enquête sur 2011-2017 a montré qu'il y a une augmentation progressive du nombre de chirurgies pour l'endométriose. Donc on fait à peu près 30 000 chirurgies par an. Et 5 à 10% sont des chirurgies complexes qui ont besoin d'équipes multidisciplinaires. C'est-à-dire sont des endométrioses qui touchent le rectum, l'urétère, la vessie, donc qui ont besoin de chirurgiens d'autres que les gynécologues. Je pense qu'au cours des derniers 30 à 40 ans, on a explosé également le nombre de chirurgies pour l'endométriose et je vais vous montrer pourquoi. Parce que d'un côté, les centres qui font la prise en charge, qui proposent la prise en charge de l'endométriose complexe ont beaucoup augmenté, mais d'une manière progressive, parce que là, je vous donne juste un exemple. Un centre, par exemple, Clermont-Ferrand, a formé 3 chirurgiens, qui ont formé d'autres chirurgiens, qui forment d'autres chirurgiens, c'est-à-dire le nombre de chirurgiens impliqués dans l'endométriose est démultiplié par rapport aux années 90-2000, mais aussi chacun de ces chirurgiens-là, de nouveaux chirurgiens, chacun fait plus de chirurgies que leur maître auparavant. C'est-à-dire le nombre de chirurgies par chirurgien a également augmenté. Et si on regarde dans la littérature, dans les années 90-2000, j'ai regardé les articles publiés par les équipes qui faisaient beaucoup, qui étaient référentes à cette époque-là. Par exemple, j'ai regardé David Redwine, que je connais personnellement, qui est un des pionniers de l'endométriose, de la chirurgie de l'endométriose profonde. Il avait opéré en 12 ans 61 patientes avec endométriose colorectale. Entre 2000 et 2005, à Sao Paulo, on opérait à peu près 25 patients par an, notre centre de référence. Entre 2002 et 2006, à Vérone, l'hôpital Negral, qui est un des plus gros centres, sinon le plus grand centre d'endométriose dans le monde, 50 chirurgies colorectales par an. En France, à Cochin, entre 1995 et 2003, on opérait à peu près 23 patientes par an d'endométriose colorectale. À Clermont-Ferrand, encore moins, environ 11 par an. Donc ce sont des données extraits de leur article, c'est-à-dire les équipes ont rapporté leurs propres données. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En regardant l'équipe de Vérone, de Marcello Ceccaroni, donc ils sont, au cours des derniers 15 ans, ils sont montés à une moyenne de 244 chirurgies colorectales par an. C'est-à-dire ils ont multiplié par 5 leur nombre de chirurgies faites avant 2004. Et puis pour parler de quelque chose que je connais très bien, notre centre, donc nous sommes à peu près 350 chirurgies colorectales par an, avec une utilisation vraiment équilibrée entre le shaving, l'exérèse discoïde et l'érection colorectale. Et ce nombre important de procédures, ça nous permet aussi d'être plus performants et également d'introduire de nouvelles techniques qui sont indiquées pour des localisations très spécifiques et rares, qui étaient très très rares avant quand on faisait peu de cas et qui sont maintenant beaucoup plus en routine lorsqu'on a un nombre important de cas. Donc ça nous aide à être performants sur des cas rares. On revient maintenant à l'enquête de l'ARS qui me semble très très importante pour comprendre ce qui se passe en France et ça doit constituer, si vous voulez, la base de départ pour la politique, pour la politique de prise en charge de l'endométriose en France. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine a fait une enquête sur les données PMSI
sur l'activité chirurgicale en 2021 en endométriose. Et ils ont défini un critère chirurgie complexe, ce qui signifie un code CCM qui inclut un acte chirurgical, donc avec suture, sur les voies urinaires, sur la vessie, sur l'intestin, sur le rectum ou sur le diaphragme. Ils ont identifié 1700 cas en France, 1700. Donc il y a 20 ans, à Cochin, on faisait 23 cas par an, à Clermont-Ferrand 11, c'est-à-dire je pense qu'on était à 100 à 200 cas d'endométriose complexe par an en France. Maintenant, nous sommes à 1700. Mais ce qui est très important est de voir que les 1700 cas ont été distribués sur 263 cliniques et hôpitaux. C'est-à-dire dans 263 équipes ont fait au moins une chirurgie complexe. Par contre, 20 équipes ont fait pratiquement une moitié de toutes ces chirurgies. Ce qui signifie que 50% ont été distribués entre 240 cliniques ou hôpitaux. C'est-à-dire il y a beaucoup d'équipes qui font vraiment de manière accidentelle cette chirurgie. Pour ne pas dire que 18%, c'est-à-dire une femme sur 6 opérée en France d'une endométriose complexe, mais elle a été dans notre centre à la clinique Tivoli. Ça veut dire que les équipes s'attaquent à la chirurgie complexe, mais que l'expérience des différentes équipes est quand même hyper variable entre différents centres. 260 équipes qui ont réalisé cette chirurgie en 2021. Maintenant, si on réalise autant d'actes de chirurgie complexe, signifie qu'on peut penser à créer des centres de référence, des centres de recours qui ont une grosse expérience parce qu'on a de quoi alimenter de manière exclusive l'activité d'un centre. C'est-à-dire on peut imaginer des centres qui font exclusivement cette chirurgie complexe, ce qui était impensable il y a 20 ans parce qu'ils n'avaient pas assez de patientes. Et donc ces centres devraient inclure des chirurgiens gynécologues qui font, sinon 100%, au moins 50-60% de leur activité dédiée à l'endométriose profonde, c'est-à-dire qu'ils font très très régulièrement, couramment tous les jours, de l'endométriose profonde. Que les patients doivent être sélectionnés, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir les portes à tout le monde, mais on va sélectionner les patients qui ont vraiment un intérêt de venir dans ce centre. Que ces centres doivent avoir des équipes multidisciplinaires, avec chirurgiens multidisciplinaires, mais aussi une prise en charge médicale, d'imagerie et paramédicale, avec des équipes très entraînées dans les différentes chirurgies, donc qui maîtrisent différentes techniques chirurgicales et qui peuvent proposer un traitement individualisé à chaque patient. C'est-à-dire on n'a pas une technique qui doit être faite chez tout le monde, mais chaque patiente, en fonction de ses caractéristiques, bénéficie d'une technique à part pour lui. Et ça, c'est possible uniquement quand on en fait beaucoup. Maintenant, fort heureusement, si on a 700 000 ou 1 400 000 des Françaises qui souffrent d'endométriose, fort heureusement, pas toutes souffrent d'une endométriose très sévère. Donc la distribution de l'endométriose, selon moi, sur la gravité, a une distribution pyramidale. C'est-à-dire à la base, nous avons beaucoup de femmes qui ont bien sûr un peu d'endométriose, elles ont mal au ventre pendant les règles, mais ça passe facilement, elles ne sont pas infertiles, elles n'ont pas vraiment un impact significatif sur leur qualité de vie. Et puis tout en haut de la pyramide, on trouve les femmes qui sont infertiles, donc qui ont déjà besoin d'une assistance médicale pour concevoir. Et puis encore plus haut dans la pyramide, on a les formes sévères, le stade 4 avec atteinte d'organes différents qui ont besoin d'équipes multidisciplinaires. Et c'est spécifiquement sur ces maladies-là qu'on a l'intérêt d'avoir des centres de recours. Alors, quand on parle de formes sévères, je vais vous donner juste 3 exemples des cas qu'on traite quand même presque toutes les semaines. Donc, par exemple, une endométriose peut être occlusive. Les femmes de 30 ans peuvent brutalement avoir une occlusion et je pense qu'il y a 50 à 100 femmes en France tous les ans qui font une occlusion sur une endométriose qui est inconnue, qui sont prises en charge de l'hôpital où elles se trouvent au moment de l'occlusion par l'équipe qui est des gardes, qui ont une laparotomie, comme ça, et une stomie, et puis après nous sommes amenés à opérer leur endométriose qui a causé l'occlusion. Ce sont des cas qui sont relativement fréquents par rapport à la gravité de la maladie. Également, nous sommes amenés, toujours en haut de la pyramide, se trouvent les femmes qui peuvent perdre un rein à cause de leur endométriose, ou même s'ils ne le perdent pas, au moins elles ont un rein qui perd une bonne partie de sa fonction suite à une
sténose de l'urétère avec une hydronéphrose qui est parfaitement asymptomatique, donc qui passe inaperçu, ce qui explique la disparition du parenchyme rénal. Également, plus rarement, des patientes qui ont des lésions qui sont vraiment très profondes et qui viennent en contact avec les plexus sacrés, avec les nerfs sciatiques, et qui entraînent des douleurs qui sont assez rarement associées à l'endométriose parce que les douleurs sont dans la fesse, dans le périnée, dans les membres inférieurs. Donc l'association avec l'endométriose n'est pas faite rapidement, ni par les patients, ni par les médecins. Maintenant, le rôle des centres de référence. Il est évident pour tout le monde, parce que sinon, si ce n'était pas évident, ça ne servait à rien de faire des journées de l'endométriose. Donc il est évident pour tout le monde que la prise en charge de l'endométriose peut être améliorée de manière significative. Parce que le délai entre le premier symptôme et le diagnostic est long. 7 à 10 ans dans la littérature. Mais je pense que le délai entre le diagnostic de l'endométriose et le bon traitement peut être encore plus long. Et c'est sur celui-là qu'on peut agir assez rapidement, suite à nos réunions de concertation. Elle peut être aussi améliorée parce que les patientes avec endométriose sévère et désir de grossesse, trop souvent et de manière trop systématique, sont adressées pour une fécondation in vitro. C'est-à-dire on a peur de la chirurgie de l'endométriose par rapport à une supposée infertilité post-opératoire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et par conséquent, le traitement de l'endométriose est reporté pour permettre 1, 2, 3, 4 fécondations in vitro qui accessoirement peuvent nourrir quelque part la maladie, ou au moins le report de la prise en charge peut faire que la maladie évolue de manière naturelle. On peut beaucoup améliorer la chirurgie des endométriomes ovariens. Pendant longtemps, on a fait trop de chirurgie des endométriomes ovariens par kystéctomie, on a perdu beaucoup de parenchyme ovarien et trop de femmes sont devenues infertiles suite à nos chirurgies. Actuellement, nous sommes dans l'opposé où on ne fait plus toute cette chirurgie et la maladie, elle détruit elle-même les ovaires. Et donc, par conséquent, cette prise en charge savante de l'endométriose des ovaires peut aussi être largement améliorée. La chirurgie de l'endométriose profonde également peut être améliorée. Trop souvent, elle est incomplète. Trop souvent, on fait des shavings sur des nodules qui sont très profonds. Et par conséquent, les patientes ont une chirurgie et après doivent avoir une deuxième chirurgie qui va être forcément plus compliquée parce qu'une première chirurgie a été déjà faite. Ou bien, à l'opposé, la chirurgie peut être trop agressive. C'est-à-dire, on pratique une chirurgie qui est un petit peu calée sur la chirurgie du cancer, où on s'obstine à tout enlever avec des conséquences fonctionnelles qui ne sont pas du tout favorables pour les patientes. Et puis, ce qu'on voit récemment, depuis quelques années, les femmes sont quand même assez réticentes, de plus en plus, aux thérapies hormonales pour différentes raisons, ce qui rend la prise en charge de l'endométriose difficile, parce que la chirurgie sans traitement médical de prophylaxie des récidives n'est pas efficace chez beaucoup de femmes parce que les récidives apparaissent au bout de 2-3 ans et nous sommes embêtés parce qu'on doit gérer maintenant les récidives dues à l'absence de traitement médical. Je pense que s'il y a un pays qui doit être pris comme modèle, c'est le Danemark. Danemark, c'est un pays de 6 millions d'habitants, des gens qui sont quand même très disciplinés et qui en 2002 ont adopté une politique de centralisation des prises en charge, c'est-à-dire ils ont créé 2 centres à Copenhague et à Aarhus qui sont habilités à prendre en charge les endométrioses qui nécessitent une chirurgie complexe. Et donc les patients sont adressés dans ces centres qui sont pratiquement articulés sur d'autres centres multidisciplinaires mais qui ne font pas forcément la chirurgie de l'endométriose complexe, enfin pas forcément, pas du tout, parce que par la loi, ils sont obligés de les référer au centre de référence. Et puis j'ai le grand plaisir d'être professeur de chirurgie de l'endométriose à Aarhus et je peux témoigner d'une équipe hyper dynamique, très performante, très professionnelle, qui est probablement l'équipe la plus forte des pays scandinaves. Fort heureusement,
nous vivons probablement un changement en France aussi, 20 ans plus tard. Parce que grâce au président Macron et à Chrysoula Zakharopoulou, donc, il a été initié la stratégie nationale contre l'endométriose avec 5 volets: recherche, diagnostic, formation, information et organisation des soins. Et donc il a été fortement recommandé à toutes les régions d'organiser des filières de soins avec des sous-filières ou des filières sous-régionales, bien sûr, parce que les régions peuvent être parfois très très grandes, comme la région Nouvelle-Aquitaine. Et avec une hiérarchisation, la mise en contact des spécialistes, des médecins généralistes, des sages-femmes, enfin tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui prennent en charge l'endométriose. Donc mettre tout ce petit monde en contact et leur permettre de s'organiser en réseau d'adressabilité et surtout d'hiérarchiser la prise en charge de l'endométriose selon les capacités de chaque centre. Et c'est pour ça qu'on a créé, enfin j'étais dans l'équipe de travail des centres, du groupe de travail sur le parcours de soins, et nous avons proposé la création de deux niveaux des prises en charge. Les centres multidisciplinaires, donc, qui ont une équipe multidisciplinaire avec des chirurgiens, personnel paramédical, centre antidouleur, etc. Et au-dessus, au deuxième niveau, un nombre réduit des centres de référence pour les chirurgies complexes. Maintenant, dans la Nouvelle-Aquitaine a pris un petit peu le devant, donc sous l'impulsion du directeur Monsieur Benoît Elbot, donc, qui est très dynamique et qui a bien compris ce que c'est l'endométriose et très impliqué, fait de cette cause de l'endométriose une de ses priorités. Donc nous avons créé l'AFENA, l'association filière endométriose de la Nouvelle-Aquitaine, où vous êtes largement invité d'adhérer si ce n'est pas le cas, avec des centres multidisciplinaires et 2 centres de recours chirurgical qui ont été labellisés sur des critères quand même très précis, c'est-à-dire réaliser au moins 20 chirurgies complexes par an et par chirurgien. C'est-à-dire qu'il est un chirurgien qui fait au moins une endométriose complexe toutes les 2 semaines, en sachant qu'en France, on travaille à peu près 40 semaines par an. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose, une barre qui est mise très très haute, parce que personnellement, j'avais cette activité en 2008 quand j'étais jeune PH. Donc c'est une barre qui montre qu'il y a un chirurgien qui est impliqué tout particulièrement dans la prise en charge de l'endométriose complexe. Et donc à ce jour, il y a 2 centres de recours chirurgical, le nôtre et le CHU de Bordeaux. Maintenant, si on parle des centres experts ou des recours, qu'est-ce que les centres devraient... Quels sont les critères qui, en théorie, ces centres devraient réunir? Mais c'est assez simple, donc une prise en charge de l'endométriose optimale, mais avec une spécificité dans l'endométriose sévère. Je pense personnellement, je le crois, que dans les centres, un centre de recours ne doit pas afficher une activité avec 40% d'endométriose stade 1 et 10% d'endométriose sévère, c'est-à-dire le rapport correct devrait être 80% endométriose sévère et puis 20% d'endométriose moins sévère parce qu'on connaît les patientes, parce qu'on les a déjà pris en charge. Voilà, donc l'activité d'endométriose sévère doit constituer le gros de l'activité d'un centre de référence, sinon il n'est pas centre de référence. Que ce centre soit capable d'offrir la solution chirurgicale pour les plus sévères cas, n'importe où l'endométriose arrive, que c'est sur le diaphragme, que c'est sur le plexus sacré ou sur le nerf sciatique, sur le bas rectum, donc les plus sévères formes. Et ça, c'est possible uniquement si les gens sont suffisamment entraînés sur cette chirurgie, c'est-à-dire s'ils font suffisamment assez pour avoir l'expérience. Les équipes doivent être multidisciplinaires, donc avec chirurgiens performants d'autres spécialités qui peuvent épauler le chirurgien gynécologiste qui doit rester quand même le premier violon. Il doit y avoir une collaboration avec les équipes de prise en charge de l'infertilité et de la douleur. Et puis évidemment, on est un centre de recours, centre expert, si on assure la formation, si on a une database qui permet de rapporter les résultats et surtout qui permet de s'auto-évaluer tout le temps. C'est-à-dire si on fait une technique nouvelle, hors de question qu'au bout de 2 ans, on ne l'évalue pas par une étude rétrospective pour voir si on fait bien ce qu'on fait.
et puis bien sûr promouvoir la recherche clinique. Quel est le taux, quelle est la barre, où on doit mettre la barre pour affirmer qu'un centre est expert et que l'expertise diminue le risque des complications? Ça, c'est beaucoup moins clair, donc nous avons peu de données sur ça, probablement entre 20 et 60 chirurgies complexes par équipe. Maintenant, pour parler en deux mots de notre centre IFEMENDO, donc nous sommes un groupe privé, donc constitué de 3 chirurgiens totalement dédiés à l'endométriose et avec une équipe médicale de gynécologie médicale et une équipe multidisciplinaire. Il a été créé en septembre 2018, en fait pas 2019, quand j'ai rejoint Benjamin Morlot à Tivoli, et nous avons donc le plus gros nombre de chirurgies de l'endométriose en France, grosse activité de formation et de recherche clinique, et nous sommes accrédités. Nous avons été le premier centre, historiquement le premier centre qui a été accrédité comme Center of Excellence in Multidisciplinary Endometriosis Care par un organisme indépendant américain. Donc comme vous voyez, nous avons une prédominance de chirurgie de l'endométriose profonde, c'est-à-dire le stade 4 représente largement la majorité de nos patientes. Une patiente sur deux opérée, plus d'une patiente sur deux est prise en charge pour une endométriose rectale ou colorectale, donc digestive, ce qui est très très important, ce qui fait de nous un des tout premiers centres du monde dans cette activité, parce que nous réalisons à peu près 350 chirurgies par an dans les formes colorectales. Donc l'équipe est effectivement multidisciplinaire. Nous sommes 3 chirurgiens, donc moi, Benjamin et Thomas, qui faisons seulement de l'endométriose, donc uniquement de l'endométriose. Isabella est gynécologue médicale et spécialiste AMP. Nous avons 4 digestifs, 4 urologues, au moins 3 radiologues et puis l'équipe multidisciplinaire de prise en charge de la douleur. Nous avons donc un gros recrutement régional, mais aussi national, parce que nous avons patientes qui viennent pratiquement de partout, et puis international. Une grosse activité de recherche, ce qui est quand même très particulier pour un centre privé, c'est-à-dire nous finançons nous-mêmes notre activité de recherche et nous avons une des plus larges databases dans le monde d'endométriose qui inclut à ce jour 6000 patientes avec endométriose, 1400 endométriose colorectale. C'est pour ça que nous sommes pratiquement impliqués dans toutes les études multicentriques qui sont faites en France dans l'endométriose. Et nous avons une grosse activité de publication, c'est-à-dire nous publions à peu près entre 20 et 25 articles par an, dont une moitié sont publiés dans les meilleures 25% revues du monde. Et c'est grâce au fait que nous rémunérons nous-mêmes 2 attachés de recherche clinique qui gèrent notre database. Ce qui fait que donc, notre centre est clairement parmi les 3 premiers centres dans la recherche de l'endométriose avec l'équipe de Tenon et l'équipe de Charles Chaperon de Cochin. Nous recevons beaucoup de gens nous faisons de la formation de la prise en charge de l'endométriose avancée et nous avons donc beaucoup de monde qui vient en permanence, pratiquement tous les jours. Il y a au moins 2 personnes de l'étranger qui nous voient opérer, qui discutent, ce qui nous enrichit beaucoup parce que les gens viennent apprendre mais aussi nous apprennent beaucoup de choses et pratiquement nous avons reçu des gens de tous les continents hormis l'Antarctique. Nous avons organisé le congrès européen d'endométriose donc en juin 2022 et maintenant nous sommes en train de créer un 2e centre IFEMENDO à Abu Dhabi avec le holding Burjil qui va être un des plus gros centres du Moyen-Orient. Nous avons un point fort qui est en même temps notre point faible. Et vous avez bien compris, il s'agit du fait que nous sommes un centre privé. Et c'est le dernier slide. Donc, pourquoi c'est un point fort? Et parce que ça nous permet de fonctionner à notre rythme, à notre vitesse et dans la direction que nous avons choisie nous-mêmes. C'est-à-dire faire une hyper-spécialisation, de choisir nous-mêmes les membres de l'équipe, avec des critères qui sont vraiment très précis, même si nous avons l'air des gens sympas, nous sommes quand même très très exigeants avec nous-mêmes et avec les gens qui travaillent avec nous. Nous avons pu organiser de manière idéale selon moi le parcours de soins avec un suivi très rigoureux des patientes opérées, surtout des formes sévères, ce qui nous fait
gérer très peu de complications et de manière très rapide. Et ça, bien sûr, en rémunérant les gens qui surveillent nos patientes le samedi, le dimanche, voilà. Nous avons quand même un dynamisme dans les investissements. Nous avons pu investir dans des bâtiments, dans les moyens fixes, dans la recherche, dans la formation, sans rendre des comptes à personne et sans demander de l'argent à personne. Et puis, nous avons une montée en puissance qui a une seule limite, c'est-à-dire celle qui dépend de nous, celle que nous mettons nous-mêmes. Mais être centre privé est un point faible parce que du coup, le financement de tout ce que nous faisons est basé sur une seule chose, sont les honoraires de notre activité clinique, notamment les honoraires chirurgicaux. Même si nous avons un complément pour la recherche à partir des financements mérites, c'est-à-dire nos meilleurs articles sont rémunérés par le ministère de la Santé, ça nous permet de couvrir une partie du salaire des attachés de recherche. Mais ça nous oblige donc, pour entretenir ce niveau, nous oblige d'avoir des honoraires qui sont élevés par rapport au tarif de sécurité sociale. Et si vous voulez, je ne pense pas que nos honoraires sont élevés, je pense que le remboursement est bien au-dessous de ce que la chirurgie de l'endométriose complexe peut représenter, parce que je vous ai donné juste 3 exemples qui sont peut-être risibles. L'endométriose du nerf sciatique, elle est rémunérée 850 € par la sécurité sociale, en sachant qu'on utilise le robot et que la chirurgie dure 4 heures. Et par conséquent, il faut savoir que cette limite de rémunération, ça va être, je pense en France, c'est le principal frein qui empêche les gens de s'investir, au moins dans les privés, exclusivement dans la chirurgie de l'endométriose profonde, parce qu'il faut passer de 12 patientes opérées par jour pour un chirurgien privé à 3, avec des chirurgies complexes, longues, qui utilisent une technologie quand même coûteuse, et avec un risque de complications qui est élevé. Et si en plus ces actes sont rémunérés vraiment très bas, je pense que c'est un vrai frein pour créer d'autres centres multidisciplinaires en France. Donc en conclusion, l'endométriose c'est un vrai défi pour la médecine du XXIe siècle, avec une prévalence qui augmente selon moi, avec un nombre de plus en plus élevé de chirurgies complexes qui nécessitent une réelle expertise, mais qui aussi permettent maintenant d'envisager des centres qui s'occupent que de ça. Je vous invite à adhérer à FENA parce que c'est comme ça qu'on pourra organiser au mieux l'activité dans la région. Que les centres de recours pour une chirurgie complexe, il ne faut pas y avoir beaucoup parce que sinon l'activité est dispersée et tout le monde fera un petit peu sans que personne ait vraiment une réelle expérience. Et je pense que le centre que nous avons créé à Bordeaux, donc en toute humilité, je pense que ça peut être un modèle. Parce que c'est quelque chose que c'est un modèle auquel j'ai réfléchi depuis 17 ans quand j'ai commencé à me dédier exclusivement à l'endométriose. Merci infiniment et je vous invite le 31 mars, nous avons une soirée d'inauguration de centre IFEMENDO parce que nous avons bâti de nouveaux locaux et vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci infiniment pour votre invitation.